Voilà, c'est lancé. Merci beaucoup d'être présente et présente à ce lancement. Tout d'abord, l'objectif un peu de notre activité d'aujourd'hui, c'est d'abord de vous présenter le projet dans ses grandes dimensions, de mettre en évidence aussi ses partenaires. C'est un projet qui a une certaine envergure, qui regroupe ensemble plusieurs partenaires sur 3 terrains d'expérimentation que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, je présenterai le projet, ses partenaires. Je vous présenterai aussi les grandes étapes de la mise en œuvre du projet. C'est un projet sur 3 à 4 ans. Donc, on a du temps de prendre le temps pour réaliser les objectifs de recherche du projet. Et vous verrez tout à l'heure, il y a plusieurs rouages et composantes au projet. Puis, à la toute fin, il y aura une période de questions. Vous pourrez poser des questions de clarification, des questions sur votre participation éventuelle ou potentielle à ce projet. Débutons. Ce projet est bon, son nom officiel est un peu long et complexe. C'est un projet d'expérimentation d'un dispositif de soutien du retour à la FGA des femmes chefs de famille monoparentales. Donc, essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est explorer des stratégies de soutien de mères monoparentales, de femmes chefs de famille monoparentales qui retournent terminer leur secondaire ou qui sont en train de faire leur secondaire, donc sous l'angle de la persévérance. Et étant donné que notre projet est sur 3-4 ans, on pourrait espérer accompagner certaines femmes de l'inscription jusqu'à la diplomation. On aura le temps de soutenir ces femmes. Ce projet d'envergure n'aurait pas pu exister sans certains partenaires. Je veux souligner plus particulièrement la Fondation Chagnon, qui permet à ce projet d'exister par un soutien financier important et aussi par un appui sur la pertinence de ce projet. Et nous avons parmi nous M. Normand Rondeau de la Fondation. Normand, je te permets de prendre la parole et ça permettra aux gens de voir ton visage parmi nous. Normand? Merci, Daniel. Bonjour à tout le monde. J'aimerais en profiter pour remercier l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes de prendre l'initiative d'un soutien aux femmes chefs de famille monoparentales, le projet. La Fondation est heureuse de contribuer à cette expérimentation en souhaitant que le modèle développé puisse faire école. Merci beaucoup, Normand. Vous verrez tout à l'heure, on a déjà une hypothèse de modèle, mais cette recherche va viser à lui faire passer le test de la réalité et à l'améliorer tout au long des années. Nous avons aussi une série d'organismes qui ont joint le projet dès l'entrée de jeu. Et je vais les nommer. Vous verrez tout à l'heure, on a des terrains, des milieux d'expérimentation et ces organismes sont au début de ce projet. Donc, nous avons avec nous le Centre interculturel Claire, le Centre communautaire La Patience, Dress for Success, Halte Femmes Montréal-Nord, l'Institut de formation et d'aide communautaire à l'enfant et à la famille, la Maison d'Haïti, la Maison Sam X, l'organisme Maman va à l'école et Mener autrement. Ces organismes font partie de la première cohorte de partenaires, mais comme je le soulignerai à la toute fin, il y a de la place encore pour des partenaires. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que nous avons identifié pour le lancement du projet 3 milieux d'expérimentation, Montréal-Nord, la Gaspésie et un milieu autochtone qui reste à finaliser. Là, on a des discussions avec un partenaire. Donc, nous allons tester notre dispositif, notre stratégie dans 3 milieux très différents, milieu urbain pluriethnique, région à grand territoire, Gaspésie, et aussi un milieu autochtone avec toutes les différences culturelles et les approches que les partenaires autochtones peuvent avoir. Je vois que le président de l'ICA s'est joint à nous. Pierre, si tu le souhaites, je te donne, avant d'entrer dans la présentation du projet, je te donne l'occasion de nous dire un mot et de t'adresser aux gens présents. Pierre. Merci beaucoup, c'est vraiment au vol. Hein? Bonjour tout le monde. On vous remercie beaucoup d'être présent à cette façon de faire là, qui est de
présenter en quelque sorte les travaux que l'ICA fait par Zoom. Et donc, en présentant comme ça les différents travaux, ça nous permet en quelque sorte d'avoir beaucoup plus de retentissement, ou en tout cas, c'est ce qu'on espère, au niveau des pratiques. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce projet-là, l'intérêt pour l'ICA de ce projet est double. D'une part, il fait suite donc à une recherche sur les obstacles au niveau de l'accès et de la poursuite des études pour une catégorie sociale particulièrement qui présente de nombreux obstacles à l'accès et à la persévérance scolaire, que sont les femmes chefs de famille monoparentales. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est l'aspect recherche qui existe dans ce projet-là. Le deuxième aspect, c'est que dans cette deuxième phase, on fait une expérimentation, comme on va vous l'expliquer, et comme Daniel vient de vous le dire, c'est dans 3 milieux très différents, et ça nous permet en quelque sorte aussi d'agir ou de faire des propositions aussi sur l'organisation de l'offre de formation pour justement trouver les meilleurs moyens pour réduire les obstacles et faciliter la vie des apprenantes dans leur projet éducatif. Donc, j'en dis pas plus. Je laisse la parole aux personnes qui vont vous présenter ce projet, qui pour nous est un projet, comme je vous disais, important et stratégique en termes de développement de la participation à l'éducation des adultes et pour favoriser l'accès, mais aussi la persévérance en cours de formation. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Dernière personne dont je voudrais souligner la présence au sein de l'équipe de l'ICA depuis les 4 derniers mois. Une personne a contacté les partenaires, leur a présenté le projet, a fait tout le montage financier, défini les différentes composantes du projet de recherche. Je veux la souligner parce que plusieurs d'entre vous avaient peut-être eu des échanges courriels avec elle. Je vous permettrai de voir un visage sur cette personne. Donc, Michel Kunduno, membre de l'équipe de l'ICA. Michel, tu veux dire un mot pour qu'on puisse te voir à l'écran et que les gens sachent qui tu es derrière ton nom et tes courriels? Remercier tout un chacun de votre présence ici ce matin. Et je souhaite qu'on aura de très bons moments à passer ensemble pour développer cette stratégie et ce processus ensemble. Merci. Merci, Michel. Comme Pierre le soulevait, ce projet est la deuxième phase d'une première étape qui a donné lieu à une recherche sur les obstacles à la participation que rencontrent les femmes chefs de famille monoparentales et les stratégies à mettre en place pour réussir idéalement à lever, sinon quelques-uns, idéalement tous les obstacles. Sur la base de cette recherche, on a réfléchi à quelles stratégies pourrions-nous tester sur la base des orientations et des recommandations de la recherche. Cette recherche a été réalisée par Mme Claudie Solar et en collaboration avec l'organisme Maman va à l'école. Nous avons avec nous Mme Paula Duguay de l'organisme Maman va à l'école. Je remercie Paula et Maman va à l'école pour cette recherche, mais aussi des discussions que nous avons sur la situation la condition éducative des femmes chefs de famille monoparentales depuis un bon 10 ans. Et qui a donné lieu et qui a été la semence là, qui nous a amené à réfléchir, à vouloir réaliser une recherche, mais surtout à passer à l'action. Donc, merci Maman va à l'école pour cette participation à la recherche. Et dès le début de la recherche, on s'était dit qu'il faudra mettre en œuvre, il faudra tester des solutions proposées par la recherche. Donc, c'est ce qui est le déclencheur du projet qu'on lance aujourd'hui et dont je vais vous présenter les grandes lignes. Ce projet, on a d'entrée de jeu dessiné ou imaginé un dispositif, une stratégie qu'on voulait mettre en œuvre et tester au cours des prochaines années. Je vous présente les grands morceaux de ce schéma. C'est théorique à partir de maintenant parce que c'est un schéma
qui est une idée qu'on veut tester pendant les 3 à 4 prochaines années. Nous allons lui faire passer le test de la réalité et avec les partenaires, l'améliorer, la fignoler, la modifier jusqu'au terme du projet de recherche, de pouvoir bénéficier d'une formule qui ait réussi à passer le test de la réalité. Tout d'abord, au cœur de la recherche, c'est les femmes chefs de famille monoparentales. Et ces femmes, on veut réussir à les soutenir dans leur retour aux études, dans la persévérance aux études, jusqu'à la diplomation secondaire. Donc, on a 3 grands indicateurs de résultats qui sont au cœur de cette recherche et dont on voudra tester l'efficacité des moyens qu'on proposera. Donc, le retour aux études réussi, la persévérance dans les études et l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. La recherche qu'on a rendue publique au printemps dernier a identifié 4 grandes familles d'obstacles que les mères chefs de famille monoparentales rencontrent. Tout d'abord, ce qui sont des obstacles d'ordre psychologique qui relèvent de la confiance dans sa capacité à entreprendre des études et à réussir des études essentiellement. Des obstacles qui sont liés à des situations de vie qui vont au-delà de la motivation de la personne, que ce soit des situations de pauvreté, des problèmes de logement, des problèmes économiques, des situations de violence, etc. Donc, les femmes peuvent vivre des problèmes, des obstacles dans leur situation de vie qui vont bien au-delà de leur volonté de pouvoir reprendre et réussir des études. Une troisième famille d'obstacles que la recherche a identifié, c'est les règles et les politiques des centres d'éducation des adultes, que ce soit les horaires, que ce soit le soutien disponible, les services connexes, etc., etc. Les institutions peuvent avoir certaines règles et certaines politiques qui bloquent à l'entrée ou qui compliquent la vie des étudiantes chefs de famille monoparentales. Donc, la recherche nous a permis d'identifier certains de ces obstacles. Et dernière famille d'obstacles, le manque d'informations sur des services disponibles, un soutien auquel les femmes peuvent bénéficier. Donc, tout aussi une famille d'obstacles qui sont liés au manque d'informations. En prenant connaissance de la recherche, chacun de ces obstacles, chaque femme peut vivre plusieurs obstacles. Et sur cette base-là, on a commencé à réfléchir à des stratégies qu'on pourrait mettre en œuvre pour lever non pas certains obstacles, mais plusieurs obstacles. C'est ce qui nous a amené à définir une stratégie ou à vouloir tester une stratégie intersectorielle qui réunirait des organismes qui ont la capacité de lever différents obstacles dans différentes sphères de vie des femmes, que ce soit le logement, le soutien psychologique, le soutien économique, le soutien aux devoirs, le soutien au logement, le soutien à la solution à des situations de violence conjugale ou autre. Donc, on n'a pas voulu tester simplement une solution à un type d'obstacle, mais on a voulu tester une manière de mettre ensemble plusieurs types d'organismes qui œuvrent dans différents domaines et qui ont la capacité de lever un ou l'autre des obstacles. Ça a été notre déclencheur de se dire, c'est ce type de stratégie-là qu'on souhaiterait tester. Donc, le dispositif que nous nous proposons de mettre en œuvre dans les 3 prochaines années se composera tout d'abord entre la femme et les différentes ressources existantes pour solutionner les obstacles d'un système d'information. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, mais la femme doit pouvoir communiquer les obstacles qu'elle rencontre aux gens qui ont la capacité de les solutionner. Donc, une partie du dispositif sera d'explorer avec les femmes des moyens de communication qu'elles utilisent déjà, que ce soit WhatsApp, que ce soit le téléphone, que ce soit se rencontrer au Tim Hortons, peu importe les moyens, on va ouvrir largement notre analyse à tous les moyens qui sont propres aux différentes femmes qui font partie de notre cohorte pour aller voir les moyens de communication qu'elles utilisent, avec lesquels elles sont à l'aise, pour faire part aux organismes qui ont les moyens de les soutenir des obstacles qu'elles rencontrent. Un volet majeur de notre projet va être ce qu'on va appeler cette personne pivot entre les femmes et les organismes. Donc, pour chacun des terrains d'expérimentation, nous embaucherons une personne qui sera une coordonnatrice du dispositif d'accompagnement. Cette femme va faire le lien entre les femmes de notre cohorte et les organismes mis en réseau pour solutionner les problèmes rencontrés par les femmes.
J'expliquerai tout à l'heure la forme concrète que ça prendra, ce qui sera un système d'alerte et de communication. Donc, la femme fait savoir, la mère fait savoir à la coordonnatrice qu'elle rencontre un obstacle et cette coordonnatrice communiquera avec les organismes qui ont les moyens de lever cet obstacle pour les inviter à participer à solutionner le problème rencontré par les femmes de notre cohorte. Donc, troisième volet de notre mécanisme qui est cette mise en réseau d'organismes qui réunit les partenaires que je présentais en introduction. Donc, à Montréal-Nord, en Gaspésie et en milieu autochtone, on a réuni des organismes de toutes sortes de nature qui œuvrent dans toutes sortes de domaines, qui ont la capacité de solutionner des obstacles de différentes natures rencontrés par les femmes. Donc, nous les mettons en réseau et cette mise en réseau-là, ce fonctionnement de mise en réseau fait partie, c'est un volet majeur du projet de recherche, fait partie de ce qu'on expérimentera, comment fonctionner ensemble, comment fonctionner sur une base intersectorielle, comment des organismes de différents milieux peuvent ensemble combiner leurs efforts pour lever des obstacles qui sont fort complexes, qui peuvent combiner à la fois des situations de violence, de pauvreté, des situations de manque de confiance en soi, tout ça simultanément. Donc, on veut éviter de saucissonner les problèmes, saucissonner les réponses à ces problèmes, mais travailler ensemble sur une base intersectorielle à répondre à des problèmes que les femmes rencontrent. Et dernière dimension majeure, qui est un peu l'hypothèse qu'on va tester, est-ce que c'est possible de le faire rapidement? Pouvons-nous rapidement solutionner des problèmes qui risquent de provoquer un décrochage scolaire dans les jours ou les semaines à venir pour les femmes qui vivent ces problèmes? On n'a pas le temps de prendre plusieurs mois pour trouver des solutions. Une femme qui vit une situation de pauvreté, qui doit faire plus d'heures à son emploi pour arrondir les fins de mois, va peut-être décrocher dès la semaine en cours. Donc, une hypothèse majeure de notre projet de recherche, c'est essayer de voir quelles sont les conditions qui permettent à une action intersectorielle de répondre rapidement à des problèmes rencontrés par les femmes. Donc, notre recherche va mesurer le temps de réponse pour qu'on puisse voir est-ce qu'il est plus facile pour certains problèmes, certains obstacles d'y répondre rapidement. Est-ce que d'autres obstacles sont fort complexes et demandent beaucoup plus de temps? Donc, nous aurons l'occasion de mesurer la capacité de répondre rapidement. Sous l'angle plus méthodologique, pour vous donner un peu les couleurs du projet, sans entrer dans tous les détails techniques, on va adopter ce qui s'appelle la méthodologie de la théorisation ancrée. Ce type de méthodologie-là nous invite à ne pas postuler un cadre théorique au début de la recherche, mais à construire les concepts, construire les constats avec les partenaires, avec les gens qui font partie de la recherche. Donc, nous n'allons pas poser un modèle idéal, un cadre théorique ou certaines problématiques très précises qui nous auraient amené à organiser l'information colligée en fonction du cadre théorique. On va construire avec les partenaires les manières de solutionner, le fonctionnement idéal de la mise en réseau, les meilleurs instruments pour permettre d'entendre le point de vue des femmes sur les obstacles qu'elles rencontrent. Donc, on va construire bottom-up, si vous me permettez l'expression, tout le cadre théorique. Mais on a quand même des objectifs de recherche. Le premier grand objectif pour nous, c'est de vraiment tester l'accompagnement intersectoriel personnalisé. Est-ce qu'on peut mettre ensemble des organismes de différents secteurs pour solutionner de manière individualisée et personnalisée les obstacles que rencontrent des femmes spécifiques, les femmes de notre cohorte? Deuxième grand objectif, c'est ce fonctionnement-là de l'approche intersectorielle. Comment, avec les organismes mis en réseau, on peut trouver une manière de fonctionner, une manière qui va répondre aux défis puis aux contraintes des organismes et qui va permettre de créer un dispositif intersectoriel efficace, fonctionnel, qui répond idéalement rapidement aux obstacles que les femmes rencontrent pour éviter le décrochage ou empêcher leur accrochage. Troisième grand objectif de recherche, les moyens de communication. Je soulevais tout à l'heure qu'entre l'obstacle vécu par une personne, des femmes pour nous, et les organismes qui peuvent solutionner, bien, il y a un pont à construire. Et ce pont-là, pour nous, va être de tester des mécanismes de communication par les femmes aux agentes pivots, aux agentes de liaison, aux coordonnatrices de dispositifs, pour que celles-ci puissent contacter les organismes et les inviter
à mettre en place une action, des stratégies pour lever les obstacles. Les coordonnatrices, les agentes de liaison, c'est un peu un guichet unique qui prend la forme d'une personne, pas un site web, pas une ressource téléphonique, mais une personne qui est en contact avec les femmes et qui les soutiennent tout au long de leur retour aux études et de leur diplomation. Et le dernier grand objectif, qui est au-delà de notre dispositif, de faire des recommandations sur les conditions de réussite et les conditions à réunir pour pérenniser notre mécanisme. Idéalement, le mécanisme qu'on va tester après 3 ans, on va pouvoir proposer un modèle idéal et proposer que ce mécanisme-là soit mis en œuvre, continue d'être mis en œuvre dans les 3 terrains, les 3 milieux d'expérimentation où on l'aura testé, mais aussi puisse ailleurs au Québec être pris en considération. Et idéalement, on fera des recommandations auprès des autorités publiques, différents ministères, différents grands réseaux pour faire valoir qu'il y a une solution intéressante. Même si on n'a pas un cadre théorique sur lequel on va s'appuyer pour organiser l'information, on a quand même des dimensions d'analyse. On va vouloir regarder comment le dispositif qu'on propose peut soutenir le parcours scolaire des femmes. On va s'attarder nécessairement aux obstacles à la participation. Quels sont les obstacles rencontrés par les femmes de notre cohorte? On va explorer la communication des obstacles par les femmes aux ressources concernées. On va s'intéresser à la mise en réseau des organismes, comment réussir une mise en réseau d'organismes qui œuvrent dans différents secteurs, qui peuvent se connaître ou qui peuvent ne pas se connaître. La coordination du dispositif, c'est un volet important de notre expérimentation qui prend la forme d'une coordonnatrice, d'une personne qui fera le lien entre les femmes et les ressources. La stratégie intersectorielle, cet angle-là est majeur pour l'ICA. L'éducation des adultes se réunit, c'est historique, l'éducation des adultes réunit toutes sortes d'acteurs. Cette approche intersectorielle-là fait partie des défis de l'éducation des adultes. On veut, avec ce projet-là, élargir de beaucoup les gens qui peuvent œuvrer à soutenir la réussite scolaire des femmes, à tous les acteurs socio-économiques qui ont en leur possession une capacité de lever un obstacle qui empêche la réussite d'un parcours scolaire. Donc, cette approche intersectorielle pour nous est fondamentale. Et comme je le soulevais tout à l'heure, ce qui va être un angle d'analyse dans notre projet de recherche, le temps pris pour lever les obstacles. Est-ce que certains obstacles sont de nature moins complexe et peuvent rapidement être levés? Par exemple, arrondir les fins de mois pourrait forcer une femme à aller travailler davantage, mais si on peut lui fournir des paniers d'épicerie, peut-être que cette pression-là sur ses ressources financières va être moindre et elle pourra continuer d'étudier, continuer son parcours scolaire parce que il y aura de la nourriture sur la table. Des situations de violence conjugale pourraient être beaucoup plus complexes et prendre beaucoup plus de temps. Donc, au terme de notre projet, on sera en mesure de distinguer les obstacles, de distinguer la complexité d'une réponse concrète à des obstacles et aussi de le faire en pouvant mesurer le temps requis et qu'est-ce qui empêche les organismes de rapidement lever les obstacles rencontrés par les femmes. Quelques dimensions fondamentales qui récapitulent ce que j'ai soulevé précédemment. Donc, la coordination du dispositif, on va évaluer l'intérêt d'avoir une personne pivot entre les femmes et les organismes, donc un guichet unique qui prend la forme d'une personne, d'un numéro de téléphone, d'une adresse WhatsApp, d'un contact Messenger, peu importe l'instrument de communication privilégié par la femme, il y aura quelqu'un au bout du fil, au bout du clavier. La participation au développement d'une stratégie intersectorielle, j'ai soulevé tout à l'heure l'importance pour l'ICA d'explorer des manières concrètes d'agir de manière intersectorielle. La capacité à recevoir ce qu'on appellera des alertes, donc des obstacles rencontrés par les femmes, et la capacité de leur apporter une solution rapide, c'est un élément majeur de notre recherche. Et au final, le travail collaboratif, inclusif et orienté vers un même objectif, assurer le succès du retour à la formation générale des adultes, le secondaire des adultes, la persévérance et la réussite scolaire. Quelques grandes lignes du calendrier du projet, il est sur 4 ans, donc il y a beaucoup d'ajustements qui se fera en cours de route, mais on peut déjà vous partager des grands éléments du calendrier. Tout d'abord, à partir du mois de janvier pour la saison jusqu'à l'été,
Première rencontre des partenaires des milieux d'expérimentation pour leur présenter plus en détail le projet, convenir des modalités de fonctionnement, présenter les outils de collecte de données, puis amorcer la composition de la cohorte des femmes. On va aussi former les agentes de liaison et les partenaires à toute cette problématique qu'on veut explorer, donc entendre les obstacles rencontrés par les femmes et les solutionner de manière le plus rapide possible. Et dès février, on va s'atteler à construire la cohorte de femmes chefs de famille monoparentale. On vise une cohorte de 40 femmes avec les entrées-sorties. Peut-être que les 40 personnes en question changeront au fil des années, mais on visera à avoir un groupe de 40 femmes qu'on accompagnera pendant toutes ces années du projet. Et dès février, on mettra à l'essai la première version du dispositif basée sur le schéma que j'ai présenté en introduction pour réfléchir à son fonctionnement avec les partenaires, voir ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est clair, ce qui n'est pas clair, et dès les prochains mois, déjà apporter des modifications à ce schéma, à ce dispositif pour en construire la version 2. À partir de l'automne prochain, l'automne 2022, on fera un premier rapport d'étape à partir des constats qu'on aura dégagés avec les partenaires de la première version du schéma, de sa mise à l'essai des rudiments du dispositif dès l'hiver, puis des problèmes qu'on a rencontrés, des solutions qu'on a apportées pour construire une version 2. Donc, on aura déjà avec les partenaires construit une première compréhension de ce qui peut fonctionner, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qu'il faudrait mettre à l'essai dans les mois à venir. On en profitera aussi pour améliorer les outils et la démarche de collecte de données. Et dès l'automne prochain, on met à l'essai la version 2 du dispositif qui aurait été bonifié dont, à partir des commentaires des partenaires, puis des travaux de réflexion et des analyses, etc., sur la base de la version 1. L'an prochain, 2023, de janvier à mai, on fera, à partir là, on aura testé la version 1, on aura échangé avec les partenaires, on aura testé la version 2, on l'aura mise à l'essai. En janvier, à l'hiver 2023, on fera une activité publique de discussion avec les partenaires, des organisations qui s'intéressent au sujet qu'on traite, des expertes et des experts, pour aller prendre le pouls et réfléchir à ce qu'on aura mis à l'essai. On aura déjà beaucoup d'informations, beaucoup de données au cours de l'année 2020, qu'on aura colligé au cours de l'année 2022 et des discussions avec les partenaires. Donc, on aura du matériel pour aller approfondir avec des gens qui sont sur le terrain ou qui sont des chercheurs, afin de produire une version 3 du dispositif qu'on mettra en œuvre dès l'automne 2023. Et à ce moment-là, on sera à peu près à mi-chemin du projet. On pourra faire un bilan de mi-parcours et proposer des ajustements à notre démarche. Plus loin dans le temps, 2023-2024, on sera rendu à mettre à l'essai la version 3 du dispositif. Donc, on s'affairera à continuer de détecter, d'entendre les obstacles rencontrés par les femmes, d'améliorer les moyens de communication des ententes, de réfléchir au rôle que joue l'agent de liaison comme pivot entre les femmes et les organismes et d'explorer davantage les manières de fonctionner ensemble sur une base intersectorielle et aussi notre capacité à solutionner concrètement des problèmes rencontrés par les femmes. À l'été 2024, on va commencer l'analyse des données, la rédaction du rapport final. On aura déjà un bon bout de fait, mais là, à ce moment-là, on sera plus à colliger sur le fonctionnement, les constats qu'on a tirés au cours des 2 années de mise à l'essai. Dès septembre et décembre 2024, on est à la fin de l'expérimentation. Et à ce moment-là, on va commencer à réfléchir sur les conditions qu'il faut mettre en œuvre pour pérenniser le dispositif de soutien du retour à la formation générale des adultes des femmes chefs de famille monoparentales. Donc, au-delà des constats qu'on aura tirés de l'expérimentation, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour pérenniser ce projet et faire en sorte que, selon notre souhait, un dispositif qu'on aura construit pourra continuer d'exister après l'expérimentation. Pas juste les conditions économiques, nécessairement, ça prend un soutien financier pour que les choses puissent exister, mais aussi sur le fonctionnement d'un soutien au retour aux études des femmes chefs de famille monoparentales. On va présenter un rapport final préliminaire à des organismes concernés, à des expertes et à des experts. On va modifier ce rapport selon
les propos, les commentaires, les suggestions que ces gens nous auront faits pour après présenter un rapport quasi final aux partenaires. Donc, à la fois aux femmes qui auront fait partie de la cohorte, mais aussi aux organismes dans les 3 milieux d'expérimentation qui auront été aux premières loges, là, qui auront été au cœur de la réflexion pratique qu'on initie avec ce projet. Donc, on leur présentera la version quasi finale du rapport pour voir avec eux si ça reflète bien leurs analyses, les obstacles rencontrés, les défis, etc., et les solutions proposées. Janvier 2025 à mai 2025, ben, c'est la fin de l'expérimentation et la rédaction et la publication du rapport final. Voilà, grosso modo, le schéma. Donc, premier élément, c'est une idée, comme toute recherche, c'est une idée sur papier d'une stratégie intersectorielle qui, d'après nous, pourrait être une solution pour lever les différents obstacles que les femmes rencontrent dans leur parcours scolaire, mais aussi essayer de tester cette dimension de rapidité des solutions proposées, parce qu'il y a un risque à court terme que les femmes ne raccrochent pas ou qu'elles décrochent. Donc, notre défi est grand et l'enjeu, c'est le retour aux études et le succès de la persévérance. Et ces grandes étapes, ben, vous revoyez le schéma de par itération. On a un prototype, on essaie une première version, on échange avec les partenaires, on construit une deuxième version, on échange avec les partenaires, on construit une troisième version. Par après, on documente cette version, on documente les problèmes qu'on a rencontrés, les solutions qu'on a proposées et comment bien fonctionner ensemble sous l'angle intersectoriel, comment réussir rapidement à lever des obstacles. Et on va s'attaquer à cette question qui est assez fondamentale, qui est les conditions de pérennisation. Est-ce que ce dispositif-là pourrait continuer d'exister après notre projet dans 3 ans? Et au final, nos objectifs, ben, c'est que les femmes réussissent à retourner aux études, que les mères réussissent à persévérer pendant les quelques années de leur programme d'études, et ultimement, c'est l'obtention du diplôme d'études secondaires qui est au cœur de notre propos. Voilà les très grandes lignes. Je vous lance ça en rafale et on pourrait, je vous invite là en questions-réponses à nous faire part de vos commentaires, votre lecture du projet ou des questions de clarification sur des éléments. Et nous avons avec nous là, plusieurs des partenaires qui seront dès la première cohorte d'organismes qui, à Montréal-Nord, en Gaspésie, et éventuellement en milieu autochtone, on est à finaliser des discussions avec un partenaire pour bien l'ancrer dans les réalités autochtones. Puis déjà présenter notre projet à des milieux autochtones, c'est passer cette première étape de dialogue. On a notre jargon, on a notre manière de voir les choses, de poser les questions. Est-ce que c'est pertinent ou c'est la même manière de le faire en milieu autochtone? Donc, j'ouvre la période de questions et de réponses. Vous connaissez la routine, vous levez votre main virtuelle et après, je vous invite à prendre la parole et vous ouvrez votre micro à ce moment-là. Paula Duguay. Paula. Bon, bien, bonjour tout le monde. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est très bien. Oui. D'abord, mes premiers mots, c'est pour remercier. C'est pour remercier la Fondation Chagnon, puis remercier particulièrement l'ICA, toute l'équipe de l'ICA. Comme plusieurs le savent, la mission de Maman va à l'école, c'était d'aider les mères monoparentales à obtenir un premier diplôme, peu importe leur âge, et de soutenir les recherches en éducation afin d'améliorer, trouver les obstacles et trouver les conditions gagnantes pour aider à la persévérance. Donc, vous comprenez que nous sommes très ravis. Hein? Je suis très ravie et l'équipe de Maman va à l'école aussi. Et je voudrais dire que c'est un projet, le défi est grand, mais je trouve ça, la méthodologie proposée, j'ai confiance. J'ai confiance parce qu'il y a du temps qui est alloué à ça. Il y a une coordination, tant au niveau national qu'au niveau des 3 projets. Je suis très confiante. Toutefois, j'ai une seule question. Ce n'est pas un toutefois, là, mais j'aurais une question. Quand vous avez parlé d'un retour à la FGA, est-ce que vous parlez aussi de la formation professionnelle?
On Parce qu'on sait- peut inclure l'AFP parce que ça mène à un premier diplôme et c'est notre Oui. intention. Donc, Oui, d'accord. on peut Alors, comprendre je que ça trouve fait que partie. Oui, la formation professionnelle qui est une avenue extrêmement importante pour toutes les mères monoparentales parce qu'il y a un accès assez rapide à la qualification aussi, puis pour avoir amélioré un emploi, etc., etc. Alors, je m'arrête là et je suis ravie et un gros merci. Merci, Paula. Madame Veillette. Bonjour, Martine Veillette, psychoéducatrice et maintenant aussi responsable des partenariats avec la communauté pour le CSSMB. En fait, mon commentaire va un peu dans le sens de Madame Duguay. Ça paraît qu'on s'est parlé cette année pour Maman va à l'école. En fait, c'était un simple commentaire par rapport à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Nous, la majorité de nos mères qui fréquentent l'éducation des adultes, c'est pas nécessairement pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Hein, on a une famille, il faut travailler assez rapidement pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc, il va y aussi avoir des mères de familles monoparentales qui vont se diriger vers les DEP. Donc, c'était par rapport à ça. Puis, petite question, j'ai peut-être manqué un petit bout dans la présentation, mais dans les organismes partenaires, est-ce que vous aviez contacté Service Québec? Je pense entre autres là, au programme Ma place au soleil qui réduit quand même l'accès à bon nombre de mères. Hein. C'est 25 ans et moins Ma place au soleil. Donc, je voulais voir si vous aviez eu des discussions avec ces personnes-là parce que je crois qu'ils seraient dans les premiers à pouvoir aider les mères de familles monoparentales quand on accueille ces mères-là et qui ont la chance d'avoir accès à ce programme-là. Premièrement, il y a une flexibilité au niveau du choix du diplôme, il y a une flexibilité au niveau de l'horaire et il y a aussi un peu plus de revenus qui arrivent directement aux mères. Et c'est ouvert aussi aux pères, mais on s'adresse aux mères dans cette étude. Donc, je voulais vérifier s'il y avait des représentations qui avaient été faites auprès de cet organisme-là, s'il y avait peut-être des débouchés qui pourraient avoir lieu là, durant cette expérimentation. Merci. Très, très bonne question, ça me permet d'ouvrir un peu sur la suite. Tout d'abord, pour le dépôt du projet, on a mobilisé des acteurs qui pouvaient nous soumettre un engagement. Donc, les membres se sont engagés à participer au projet. On ne trouvait pas que c'était une invitation qu'on pouvait faire à des composantes de l'État de s'engager et d'être lettre d'appui, etc. Donc, on est allé avec des organismes socio-communautaires. Mais quand on va lancer formellement le dispositif dans chacun des 3 terrains, là, on va inviter centres de services scolaires, les acteurs du monde de l'emploi, etc., à participer parce qu'ils ont avec eux des solutions. Ils peuvent apporter des solutions, mais il va y avoir genre d'être en accord avec l'objectif du projet, qui est de contribuer à solutionner concrètement et rapidement des obstacles. Donc, si les partenaires de l'État ou d'autres partenaires qui voudraient joindre aux expérimentations en cours de route veulent embarquer, c'est essentiellement l'unique contrainte. C'est de vouloir participer à un projet de recherche qui est basé sur une approche intersectorielle et qui vise à solutionner concrètement et rapidement des problèmes rencontrés par les femmes. Et là, on va pouvoir les inviter. Ce sera à eux d'accepter ou non l'invitation, centre de formation professionnelle, centre d'éducation des adultes, tout l'univers de la commission des partenaires du marché du travail, etc., etc. On va formellement les inviter, ceux qui sont sur le territoire, les 3 territoires de nos terrains d'expérimentation, incluant le municipal. Ce que j'ai trouvé intéressant, hier, plusieurs maires soulevaient que les maires, maintenant, les MAIRES, maintenant ont des responsabilités beaucoup plus grandes et touchent au soutien, lutte à la pauvreté, à la violence, etc. Donc, chacun des terrains, on va inviter largement tous ceux qui souhaitent se joindre à l'expérimentation en acceptant les prémices de base qu'il y a des objectifs de recherche. Merci. Bienvenue. Monsieur Elimby. Oui, bonjour tout le monde. Et félicitations pour la continuité de la démarche. Je suis content que ça avance bien. Donc, félicitations à toute l'équipe.
Je suis content que Mme Duguay ait amené le point de la formation professionnelle parce que je pense que je vous en avais déjà parlé un peu il y a un moment. Et voir qu'il y a d'autres personnes qui pensent à ça, je sais aussi que M. Doré est branché sur ça, là. Je suis content qu'on pense à cet élément-là. De manière plus concrète, par rapport au cadre de référence qui nous a été présenté tout à l'heure, donc dans le schéma qui nous a été présenté, avec, je crois qu'il y avait des objectifs en horizontal et puis des dimensions en vertical. Oui, en vertical. Je prends l'exemple que vous avez donné qui touchait, par exemple, une maman qui pourrait avoir des difficultés. Je laisse tomber les objectifs avant, mais je vais à l'objectif final, l'obtention du diplôme, parce que c'est là où on veut atterrir. Hein. On veut qu'elle persévère. Mais prenons cet exemple où le panier d'épicerie que vous avez cité tout à l'heure. Dans les partenaires potentiels ou les partenaires actuellement que vous avez cités, est-ce que il est prévu ou il y a déjà des partenaires qui pourront aider à ce que l'une des dimensions qui est réaction rapide pour une maman pour qu'elle persévère, est-ce qu'il y a déjà des partenaires qui ont été déjà ciblés ou sur lesquels on est en train de travailler pour qu'une dimension comme celle du panier d'épicerie ou bien les enfants à garder, parce que ce sont les contraintes les plus régulières que nous avons avec ces familles, ces parents, chefs de famille. Ils ont déjà été ciblés de telle sorte que lorsque le projet va être lancé, cette réaction rapide pourrait se faire immédiatement par rapport à ces familles-là pour qu'elles ne décrochent pas. Oui, tout à fait. Pour le cas de votre territoire à Montréal-Nord, on a un organisme qui est déjà dans nos partenaires. Puis, je crois qu'elle est ici aussi, du Centre communautaire La Patience, qui est avec nous. Et déjà, mobiliser des partenaires a été débuter la recherche. Parce qu'interpeller des acteurs qui ne sont pas dans la sphère de l'éducation pour leur dire qu'ils ont un rôle potentiel à soutenir le parcours scolaire, il a fallu démystifier pourquoi vous nous interpellez. Nous ne sommes pas un acteur en éducation. Dans les premiers contacts, les gens se demandaient même pourquoi on les interpellait. Et en discutant, en échangeant avec eux, déjà l'approche intersectorielle a été mise à l'essai, de voir qu'il y a des acteurs qui peut-être ne pensaient pas qu'ils avaient un rôle à jouer, mais qui peuvent avoir un rôle à jouer, qui ne savaient ou savaient peut-être pas que parmi les gens qui desservent, il peut y avoir des femmes, il peut y avoir des mères monoparentales, il peut y avoir des mères monoparentales qui sont aux études ou qui essaient de persévérer. Mais on a encore du travail à faire pour aller chercher tous les partenaires potentiels. Par exemple, au fur et à mesure qu'on va accompagner les femmes, elles vont peut-être nous soulever des obstacles auxquels on n'avait pas pensé. Et ça va nous demander d'aller identifier des acteurs, des organismes qui ont la capacité de les solutionner. Donc, cette espèce d'itération, c'est pour ça, après 3 ans, les groupes qui seront réunis dans chacun des terrains d'expérimentation seront peut-être fort différents des groupes de base. Parce que si on est face, là, je parle de manière hypothétique, je n'ai pas réponse encore à la question que je soulève. Si les femmes nous soulèvent des types d'obstacles auxquels on n'avait pas pensé, ben, ça va être à ce projet-là d'enclencher le processus d'identifier des organismes qui pourraient l'élever, des inviter à participer au dispositif, et etc., etc. Donc, la construction en continu de la mise en réseau d'organismes et ce que j'anticipe va être une dimension fondamentale du projet. Et dans 3 ans, on aura réussi à construire probablement une mise en réseau assez intéressante d'organismes qui présentement n'existent pas comme structure. Parce qu'il y a beaucoup de tables intersectorielles, il y a beaucoup de tables de partenaires, mais est-ce qu'il existe des tables dont le but est de soutenir la réussite scolaire des personnes et des femmes et l'obtention d'un diplôme? C'est l'objet de notre recherche autour desquels on réunit les organismes qui est particulier et qui invite toutes sortes d'organismes. Je pense à, pour moi, ce qui a été une découverte, l'organisme Dress for Success, que je ne connaissais pas, qui fournit des vêtements à des gens qui peuvent avoir des obligations officielles ou publiques. Donc, peut-être que des femmes peuvent avoir besoin de vêtements, etc., pour aller à leur classe, etc. Et là, c'est un type de problème auquel je n'avais pas pensé à l'origine. Et déjà, en mobilisant des partenaires, on a découvert qu'il y a des types de problématiques qui peuvent exister. Il y a déjà des organismes qui existent et qui peuvent répondre à ces obstacles. Mais j'anticipe que les organismes qu'on aura réunis vont être très différents, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus diversifiés. Et ça fera partie de notre responsabilité d'aller trouver les gens qui peuvent répondre à des problèmes rencontrés par les femmes. Merci. Bienvenue. Madame Rigaud.
Votre micro n'est pas ouvert. Oui. Par rapport, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour la présentation puis le projet. Je voulais savoir pour le projet, est-ce qu'il y avait des incitatifs pour la participation des femmes qui vont faire partie des coops des organismes ou on n'avait pas pensé encore à ce niveau-là? Je ne sais pas si c'est par incitatif, vous pensez à un soutien financier. Oui, ce n'est pas prévu dans le projet. Par rapport à, je sais qu'Emploi Québec, selon les activités, il y a plusieurs formes d'incitatifs qui est les frais de garde, les frais d'autobus, l'augmentation de leurs prestations, des choses comme ça. Ça fait en sorte que c'est une motivation aussi. Alors, très souvent, on veut faire plusieurs organisations et de projets, mais quand il n'y a pas ces incitatifs-là, on a de la difficulté à aller les chercher, les participations et la motivation et aussi la présence. Je ne sais pas si… Vous soulevez exactement un exemple de ce qu'on souhaite régler. Si pour une femme, retourner aux études, la question de transport, la question de payer le transport en commun, etc., fait problème, ben, notre projet va vouloir aller trouver les acteurs, par exemple Emploi Québec dans le cas que vous mentionnez, ou peut-être même la STM, etc., pour dire nous avons un problème, l'incapacité de payer le transport en commun empêche le retour ou met à risque la persévérance. Est-ce qu'on peut solutionner ce problème-là? À l'échelle des femmes qui vont participer à la cohorte, l'incitatif va être de bénéficier d'un mécanisme de résolution de problèmes en temps réel. Mais notre projet ne va pas lui financer ou lui fournir les réponses aux problèmes des femmes. Le but du projet, c'est d'aller trouver les organismes, les mettre en réseau et solutionner les problèmes rencontrés par les femmes. Fait que selon la participante, l'incitatif serait de bénéficier d'une mise en réseau qui cherche à régler les problèmes puis à permettre la persévérance. Mais le projet lui-même ne va pas financer, par exemple, des solutions au projet, exemple de la carte puce ou de transport en commun. Mais ça va être un grand problème parce que nous, en ce moment, on donne les ateliers via la commission scolaire et tout. On a déjà certaines problématiques au niveau du transport et aussi la garderie et d'autres choses. Alors, je me dis déjà, il faudrait commencer à penser aux solutions du transport et du service de garde. Ça, c'est de base. Et puis, les autres choses qui vont venir avec les partenaires, on verra. Mais le transport, je sais que ça va être problématique parce qu'on l'a déjà ici. Puis la commission scolaire, quand vous êtes inscrit dans un système scolaire, peu importe l'âge maintenant, on a la passe d'autobus réduit qui aide. Fait que ça, déjà, on voit que c'est un incitatif pour plusieurs personnes ici qui arrivent. Ils savent déjà qu'au lieu de payer le 80 et quelques, ben, ils vont pouvoir avoir une passe d'autobus réduit. Ça, c'est des choses déjà qu'on vit ici. Déjà dans le dispositif, on peut rapidement contacter les organismes qui peuvent solutionner ce problème, par exemple la STM ou des commanditaires qui peuvent financer des passes d'autobus, etc., etc. C'est un très bon exemple. Ça montre la nature de ce qu'on souhaite faire. Vous identifiez un problème. Donc, le projet de recherche qu'il va vouloir faire, c'est comment on peut réussir à trouver des organismes qui ont la capacité réelle de le solutionner au bénéfice de la personne. Fait que c'est déjà là pour Montréal-Nord, c'est avec la dimension des acteurs qui ont la capacité de régler des problèmes de transport. Le coût ou d'autres solutions font déjà partie de ce qu'il faut, des organismes qu'il faut mettre autour de notre dispositif. OK, merci. Paula, je ne sais pas si c'est une nouvelle main ou si c'est la main de tout à l'heure, mais je te donne la parole. Non, c'est de la fausse main. OK, c'est de la fausse main. Monsieur Elimbi? C'est la fausse main, c'est ça qui me fait rire. Oui, je veux rebondir sur ce que Garline vient de dire là, par rapport au transport et aux autres problèmes qu'elle a soulevés, qui sont la réalité des femmes ici et puis de partout où vous avez des zones que vous avez identifiées et que le projet a identifiées. Et ça m'amène à proposer quelque chose. J'imagine que vous y avez déjà pensé, hein, ça c'est sûr, parce que j'ai vu que le travail que vous avez fait, il y a beaucoup de choses, presque tout a été dit, mais j'amène ça comme ça pour que
je puisse le dire, puisque je l'ai en tête. Vos peut-être, on sait qu'il y aura le besoin est énorme. Et ces problèmes, ils sont permanents et ils sont très nombreux. Peut-être faire quelque chose de très précis, un cadre, délimiter un peu l'aide qui pourrait être offerte aux femmes, à ces chefs de famille qui voudront participer au projet. Le projet n'est pas là pour, comme vous l'avez dit, de financer la vie des participants. C'est d'abord le désir de continuer ses études et pour continuer ses études et arriver à la diplomation, trouver des obstacles qui pourraient empêcher que cet objectif ne soit atteint. Donc, dans ce cadre-là, proposer clairement ce qui pourrait être aidé et ce qui ne pourrait pas être aidé, parce que sinon, le danger, c'est qu'il y ait beaucoup d'inscriptions, il y ait beaucoup d'attention, oui, je suis intéressé, et que le projet soit en train de courir comme un chien qui court après la queue, essayer de remplacer, faire des remplacements tout le temps. Ça pourrait escamoter, enfin, je suis un mauvais mot là, mais ça pourrait déranger ces entrées-sorties, qui sont d'ailleurs prévues, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais faire quelque chose de bien précis, vous savez comment le faire mieux que moi, pour que les personnes qui vont embarquer, sont d'abord les dames, sont d'abord motivées pour les études, et que les obstacles qu'ils pourront identifier pourraient être aidés dans une certaine limite. Donc, je crois que ça pourrait aussi aider, comme Guerlain vient de le soulever là très bien, mais éviter qu'il y ait des débordements ou des abus. Parce que nous, on sait de quoi elle parle, je sais aussi de quoi elle est en train de parler. Et pour prévenir ça, essayer de prévenir un dispositif comme ça. Oui, tout à fait. Puis aussi de soulever des attentes auxquelles on ne répondra pas là, pour les participantes. Puis c'est tout le défi de construction de cohorte. C'est bien d'avoir du temps, mais le temps est aussi, il y a deux revers au temps. Le temps fait que les gens, en cours de route, c'est en soi un effort de maintenir un groupe de 40 personnes. Mais tout à fait, là, on va répondre à cette question-là, de bien clarifier pour les participantes ce à quoi elles peuvent bénéficier, puis de le clarifier correctement pour qu'elles le sachent, puis qu'elles n'aient pas d'attente auxquelles on ne répondra pas. Très bien, merci. Autre commentaire, réflexion, question? Il y a beaucoup d'organismes terrain. Est-ce que, entre autres, vous considérez que c'est tout le temps le test de la pertinence? On souhaite toujours que nos actions soient pertinentes ou que l'angle avec lequel on traite une situation soit intéressant et apporte de l'eau au moulin. Là. Mais, et pour nous, à l'ICA, c'est la réflexion sur les obstacles à la participation en éducation des adultes, elle a plus de 50 ans. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont analysé les obstacles, etc. Et l'ICA s'est penché sur cette question-là depuis des décennies. Et là, on a voulu concrètement, vraiment aller concrètement, parce que les obstacles par nature sont concrets. Puis les solutions à un problème, ben, c'est pratique. Et c'est ce qu'on a voulu tester là, dans la suite des choses. Chantal Heinz. Oui, merci Daniel, bravo. C'est une très belle présentation et ça va être certainement un projet avec des défis très intéressants. Je voulais savoir, pour les recrutements des femmes, est-ce que vous aviez pensé à un dispositif particulier? Et justement, comme les quelques questions que nous avons eues précédemment, si les femmes abandonnent, est-ce qu'il y aura comme une banque de femmes? Comment sera la procédure de sélection des femmes par région? On va partir des organismes, les centres d'éducation des adultes, les centres de formation professionnelle, les organismes qui accompagnent des femmes, qui offrent des services aux femmes qui pourraient être aux études, en formation générale des adultes, en formation professionnelle. Donc, c'est avec les organismes communautaires de développement de l'employabilité, etc. Donc, les milieux réels qui soutiennent les femmes, que ce soit dans le monde de la formation ou selon les différentes sphères qu'on a évoquées, le logement, CPE, etc., banque alimentaire, et d'interpeller ces organismes-là en les invitant s'il y a parmi les gens qui desservent, les femmes qui le desservent, des femmes qui sont aux études ou qui souhaitent retourner aux études, ben, elles peuvent joindre ce projet. Puis, et là, comme M. Elinby le suggérait, de bien clarifier là, ce que ça veut dire pour une femme joindre le projet. OK. Mais ça veut dire, est-ce qu'on peut avoir une femme qui va être là 1 an ou on va avoir une femme qui va être là 3 ans, 2 ans? Est-ce qu'il y aura une limite de temps? Il y a la limite du projet. La diplomation est en soi une réussite. Et si la femme décroche, ben, ça fait partie de ce qu'on veut savoir. Pourquoi une femme, si elle débarque du projet sans décrocher, là, c'est un type d'échange qu'on aura avec elle.
sur statut réaliste ou non, est-ce que notre projet répond à ses attentes, etc. Mais si elle décroche du projet parce qu'elle décroche de ses études, bien là, c'est précisément les types de problèmes qu'on souhaite résoudre. L'agent pivot, l'agent de liaison échangerait avec elle pour voir quelles ont été les raisons. Est-ce que c'est des problèmes particuliers auxquels qu'on peut résoudre? Est-ce qu'on connaît des organismes qui peuvent solutionner les raisons qui vous ont amené à décrocher? Pas décrocher du projet, mais décrocher de vos études. Donc, précisément, c'est ce qu'on va vouloir détecter. Et là, c'est toute cette dimension du projet de recherche qui est la communication entre les femmes et les organismes. Est-ce qu'on est capable de savoir pourquoi les femmes, quels sont les problèmes rencontrés par les femmes? Ça implique aussi le degré de confort que la femme a de communiquer à quelqu'un ses problèmes. Puis aussi sa prise de conscience qu'elle vit des problèmes. Donc, tout ça fait partie de cette espèce de noyau très complexe entre la femme et elle-même, entre la femme et ses problèmes, et aussi entre la femme et la confiance qu'elle peut accorder à quelqu'un pour parler de ses problèmes. Puis ultimement, la confiance qu'elle peut avoir, si je parle de mes problèmes à quelqu'un, ces gens-là vont m'aider à les solutionner. Et là, c'est tout, plusieurs organismes le savent mieux que nous, c'est toute cette complexité de la confiance et de la capacité de répondre aux gens. Et c'est jamais une question de bonne ou de mauvaise volonté, c'est souvent une question de ressources, de contraintes administratives, etc. Mais c'est ce qu'on va explorer. Et est-ce que tu prévois un agent de liaison par région? Oui, les fonds qu'on a présentement nous permettent par région, et là, on continue les démarches pour aller chercher des partenaires qui pourront être régionaux dans chacune des régions, des 3 milieux, qui ont par exemple, avec les milieux autochtones, il y a des ministères des Affaires autochtones, etc., d'aller voir avec eux, le ministère des Affaires municipales, etc. Et là, on va construire autour de chacun des milieux, réunir des partenaires, continuer le démarchage. Le soutien de la Fondation Chagnon nous permet d'aller de l'avant et de passer de l'idée à la réalité et d'interpeller des partenaires à partir d'un programme qui existe, d'un projet qui existe. Excellent. Merci. Merci. Madame Lemay. Oui, merci. Merci pour la présentation. Vraiment, je l'ai manqué un petit bout parce que j'ai eu 2 appels. J'aimerais savoir, est-ce que le PowerPoint que vous avez présenté, on y a accès? Je vais le diffuser. Ouais. OK, parfait, merci. C'était juste ça ma question. Oui. Très bien. Paula, je revois une main, mais je ne sais pas si c'est vraiment ancienne. C'est une vraie main, Daniel. Okay. Bon, alors je voudrais revenir sur Madame Bayette a parlé de ma place au soleil. C'est une mesure que je considère extrêmement importante. Et je me demande s'il ne serait pas pertinent de travailler en amont pour que la mesure ma place au soleil soit disponible dans les 3 milieux, au moins dans les 3 milieux visés. Parce que, comme elle l'a dit, puis bon, on ne fera pas tout ça aujourd'hui, mais ça touche particulièrement les femmes de 25 ans et moins. Donc, Maman va à l'école travaille déjà sur la possibilité d'élargir. Donc, ce soit accès à toutes les femmes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des femmes de 25 ans et moins, il y en a beaucoup plus que ça, qui sont de familles monoparentales. Donc, ça serait intéressant, je vous pose la question, est-ce que ça serait intéressant de placer ça, ce travail-là, en amont, de façon à ce qu'on pourrait travailler avec Service Québec, de façon à ce que le programme, la mesure, ma place au soleil, soit disponible, au moins dans ces 3 régions-là, ce qui en ferait vraiment un projet encore enrichi. Et par la suite, avec tout ce que vous nous avez présenté comme méthodologie, ben, peut-être qu'en 2025, on pourrait dire, bon, ben, ça a été extrêmement important, cette mesure-là, et on va espérer que ce soit diffusé à la grandeur du Québec, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple, en Gaspésie, il n'y a pas cette mesure-là. Donc, je pense, moi, j'y crois beaucoup à ma place au soleil, puis je pense que si c'était possible de travailler en amont, au moins pour ces 3 milieux-là, bien, je pense que ça serait déjà très avantageux. Ce que je trouve très intéressant avec notre échange, c'est un modèle réduit de ce qu'on veut faire. Déjà, nous, quand on dit on ne postule pas des organismes typiques, on ne postule pas un cadre, on ne postule pas une grille en amont, mais on va construire déjà les échanges qu'on a soulèvent des partenaires à mettre au jeu, des dimensions de construction de cohorte à faire attention, etc., etc., etc. C'est précisément ça qu'on veut tester.
Fait que notre projet documenterait tel type de partenaire, il serait intéressant de l'inviter à l'intérieur du dispositif. Puis après, dans la mise au jeu, dans l'interaction avec les autres organismes mis en réseau, qu'est-ce qui va se générer? Et vu qu'on est sur une approche pratique de problème-solution sur 3 ans, bien, ce projet-là, éventuellement, va créer un espace des discussions, d'échanges. Et nous, je dirais la prémisse qu'on fait avec les acteurs qui vont vouloir y participer, c'est acceptez-vous de contribuer à une discussion de solutions concrètes et de solutions rapides. Si oui, embarquez. Et là, après, on verra qu'est-ce qui fait qu'au-delà de votre bonne volonté, vous ne pouvez pas répondre ou vous ne pouvez pas répondre rapidement. Quel est le type de problème qui empêche un organisme ou des organismes de solutionner concrètement des problèmes? On va le documenter, on va essayer de voir est-ce qu'on peut les solutionner. En fin de compte, c'est ce que vous faites à tous les jours, là. On va en faire un concentré, on va en faire un objet de recherche et de tester surtout l'angle intersectoriel, puis de tester au profit des parcours scolaires des femmes. Ça, c'est peut-être deux angles particuliers. Puis si en bout de piste, il y a des contraintes qui sont insolubles, ben on va constater que tel type de problème dépasse la capacité de quiconque d'y répondre. Si les solutions demandent vraiment des arrangements complexes entre plusieurs acteurs et pour toutes sortes de raisons, cette solution-là ne peut pas être mise en œuvre, on ne réussit pas à mettre ensemble plusieurs acteurs, on va le documenter, le constater et le mettre au livre. L'idée, on ne postule pas la capacité de régler tous les problèmes du monde, mais c'est simplement autour d'une bière ou d'un verre de vin qu'on réussit à solutionner tous les problèmes du monde. Mais à l'intérieur de notre projet, le but va être de les identifier, de les solutionner ou de constater l'incapacité de les solutionner. Et ça mettra beaucoup de chair autour de l'os de cette typologie, là, pour ceux qui sont moins en éducation des adultes, des obstacles à la participation qui sont des obstacles de type psychologique, de disposition, des obstacles liés aux situations de vie, des obstacles liés aux lieux de formation et des obstacles liés à l'absence d'informations sur les solutions et les ressources disponibles. Là, on va donner une couleur très concrète à ces obstacles et à la capacité ou non de pouvoir les solutionner. Il y a une question dans le clavardage sur une représentativité de femmes de différentes régions du Québec. Présentement, les ressources qu'on a et le cadre du projet, c'est 3 milieux d'expérimentation. Un milieu urbain, multiethnique, Montréal-Nord, un milieu à grand territoire en région Gaspésie et le milieu autochtone. On n'a pas des fonds pour faire un 4e terrain. Les discussions qu'on a eues au sein de l'équipe, c'est qu'on n'est pas fermé en principe nécessairement à un 4e terrain, mais si on ouvre un 4e milieu d'expérimentation, il devra autofinancer, en guillemets, sa réalisation. Ça veut dire minimalement le salaire de l'agent de liaison, etc. Donc, si des réseaux, si des organismes qui ne sont pas dans les 3 milieux d'expérimentation souhaiteraient créer un milieu, on n'est pas fermé, au contraire. Mais on ne peut pas le financer à même les ressources actuelles du projet. Ça veut dire qu'on contribuera à une démarche de recherche de fonds, d'obtention de fonds par des acteurs gouvernementaux, par des acteurs municipaux, etc., ou par des arrangements avec des organismes. Si un organisme peut libérer du temps d'une personne qui pourrait jouer le rôle d'agent de pivot parce que ça insère bien dans les services offerts, ben on pourra voir. On n'est pas fermé, mais on ne peut pas l'absorber à même les ressources du projet qui permettent de mettre en place 3 milieux d'expérimentation présentement. Donc, s'il y a une autre région qui dirait « ça nous intéresse », on pourra discuter comment on peut mobiliser des fonds pour lancer un 4e milieu d'expérimentation. Et vous voyez, les 3 milieux n'ont pas été choisis au hasard. Ça nous permettra de voir ce qui est commun et ce qui est très différent à 3 univers en soi, en théorie, en pratique, différents milieux urbains, régions à grand territoire, puis milieu autochtone. Qu'est-ce qui est similaire? Est-ce que les obstacles sont pareils, pas pareils? Est-ce que les solutions à des obstacles similaires sont différentes? Est-ce que, etc., etc. Le temps de réponse des acteurs mis au jeu sont les mêmes ou non? Et là, on va rentrer vraiment dans la capacité de mise en réseau et des ressources disponibles pour répondre. La question du transport en commun, de la distance, se joue d'une manière à Montréal et se joue d'une autre manière en Gaspésie. Puis en milieu autochtone, c'est potentiellement, on pourrait être dans une communauté autochtone, donc il pourrait être pas directement en milieu urbain. Là aussi, la question de la distance
va se jouer avec une couleur autochtone. Monsieur Elimbi. Oui, oui, je voulais, je ne sais pas rassurer, mais je voulais prendre un petit bout de la question autour de l'intervention de Mme Hayes tout à l'heure, la portion qui concernait les informations ou bien les informations que la participante aurait à donner à l'agent qui pourrait la contacter. De la réalité que nous vivons ici, là, et j'imagine que c'est la même dans tous les 3 milieux qui ont été sélectionnés. Gerlin a nommé tout à l'heure quelques exemples. Donc, lorsque la personne chef de famille, la femme chef de famille monoparentale est d'abord motivée par la formation qui est proposée, généralement, nous n'avons pas de difficulté à obtenir l'obstacle qui pourrait l'empêcher de continuer. Ça va être clair parce que c'est l'élément qui l'empêche de continuer pour ne pas avoir sa diplomation, tout au moins pour ne pas reprendre ses études. Donc, ce n'est pas la confidentialité, ce n'est pas sa vie privée ou d'autres choses qui sont confidentielles. Donc, je voulais la rassurer qu'à ce niveau-là, de ce que nous avons comme information ici, les contacts avec les familles, ces informations sont très faciles à obtenir tant qu'elle reste dans le cadre de la formation ou de l'école, de sa possibilité, de sa capacité à persévérer et à obtenir son diplôme. Donc, je voulais juste amener cet élément pour enlever, je ne sais pas si je pourrais dire crainte, mais pour dire que de l'expérience que nous avons, on n'a pas beaucoup de problèmes par rapport à ça. Le transport, la nourriture, c'est des choses communes qu'on entend lorsqu'on n'arrive pas à continuer sa formation. Merci. Autre commentaire, réflexion? Je vais mettre fin à notre activité. Donc, merci beaucoup. On se lance dans un projet fascinant pour nous, intéressant, et qui, comme centre de recherche et comme centre d'innovation, va nous permettre, de répondre aux défis et aux enjeux d'apprenantes d'aujourd'hui, mais aussi de travailler cette approche intersectorielle. C'est ce qu'on demande à l'échelle du Québec, qu'on réussisse en éducation des adultes à mettre ensemble une diversité d'acteurs. On travaille dans un autre projet sur la conciliation famille, travail, études, qui n'est pas loin de celui-ci. Et là, ce qu'on veut, c'est dans la mesure où, philosophiquement, la formation, le premier diplôme, c'est l'incarnation du droit à l'éducation au Québec. Il y a une loi sur l'instruction publique. Il y a la Charte des droits et libertés de la personne qui reconnaît le droit à l'instruction publique. Donc, sur le fondement, le premier diplôme, ce n'est pas banal. Le premier diplôme, c'est une manière concrète de faire vivre le droit à l'éducation. Et on a la chance au Québec, par une loi sur l'instruction publique qui crée les centres d'éducation des adultes, qui crée les centres de formation professionnelle, d'avoir des garanties juridiques qu'il y aura des services éducatifs. Ceci dit, le droit à l'éducation, c'est aussi toute cette problématique, tout ce cheminement de pouvoir profiter des ressources existantes, donc l'inscription, le retour aux études, puis aussi de persévérer. Et là, on est dans vraiment toutes les dimensions de mise en œuvre du droit à l'éducation qui sont toutes ces réalités qui font qu'une personne pourrait ne pas retourner ou décrocher. Et ça dépasse vraiment beaucoup ce qui se passe à l'intérieur des 4 murs de la classe. C'est ce qui se passe dans la vie des personnes, c'est ce qui se passe dans la société, c'est ce qui se passe dans les milieux de travail si la personne travaille, c'est les conditions de pauvreté, les conditions de violence, c'est les conditions de confiance en soi. Des gens très scolarisés ont confiance en eux, ouvrent l'Internet, apprennent ceci, cela. D'autres personnes qui ont eu des parcours très scolaires très difficiles ont moins confiance en eux. Il faut construire ça, etc., etc. Fait pour l'ICA, sur le fond philosophique et le fond politique, ce projet, c'est une manière de contribuer à rendre concret le droit à l'éducation pour les femmes chefs de famille monoparentales. Donc, de passer de l'idée, de l'idéal, à vraiment une action pratico-pratique de problème-solution. Voilà, je vous remercie de votre participation. Je fais parvenir à tout le monde le PowerPoint de la présentation qui donne un peu les petits morceaux du casse-tête qu'on va chercher à solutionner. Puis, je n'ai pas mentionné certains éléments du projet. Il y aura un bulletin d'information sur le projet. On va diffuser régulièrement les réflexions, les contenus, etc. de ce projet. Donc, si vous n'êtes pas un partenaire d'un des 3 milieux d'expérimentation, vous pourrez y participer aussi en réagissant à l'information qu'on fera circuler. Et vous avez vu tout à l'heure, il y a 2 à 3 moments où on réunira largement
des organismes et des experts pour réagir aux constats préliminaires qu'on aura en cours de route à 3-4 moments clés dans les prochaines années. À ce moment-là, vous pourrez participer aussi au projet en l'enrichissant puis en faisant valoir vos éclairages. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à la Fondation et à Normand là, pour un soutien précieux qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous permet d'avoir une base solide pour aller chercher d'autres partenaires pour la suite. Et merci aux organismes là, qui sont avec nous et qui sont déjà membres et participants de notre projet. Au revoir à tout le monde. Officiellement, notre activité est terminée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.